À la fin de cette vidéo, vous vous poserez une question essentielle. La vie que j'ai menée ces dernières années était-elle vraiment la mienne? Carl Jung, tout au long de sa vie, a posé cette question à chacun. Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin, le visage que vous voyez est-il vraiment le vôtre? Ou est-ce le visage des attentes des autres, accumulées au fil des ans? Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, la réponse est très probablement la seconde. Dans cette vidéo, nous verrons comment vous pouvez vous défaire du masque que la société vous a imposé selon la perspective de Carl Jung. Le jour de notre naissance, nous ne savons rien, ni le bien ni le mal, ni le juste ni l'injuste. Nous existons, tout simplement. Très vite, tout ce qui nous entoure commence à nous apprendre des choses. Comment pleurer, quand rire, quelles émotions sont acceptées et lesquelles ne le sont pas. Personne ne nous l'explique de façon abrupte. Non, c'est un processus beaucoup plus discret. Il agit beaucoup plus profondément. Pensez-y. Un petit enfant crie lorsqu'il est en colère. Que se passe-t-il? Calme-toi. Les adultes parlent. Les enfants sages ne font pas ça. Ils essaient encore quelquefois. Même réaction. Finalement, l'enfant apprend quelque chose. Ne montre pas ta colère. Cet apprentissage ne signifie pas que l'émotion disparaît. Elle devient simplement invisible. Elle est refoulée, cachée, mise de côté. Carl Jung a étudié ce mécanisme toute sa vie. Il a compris qu'avec le temps, les gens commencent à porter non pas leur vrai visage, mais celui que la société attend d'eux. Comment ces masques s'enracinent-ils dans notre subconscient? La famille en est la principale source. Nous ne blâmons personne en disant cela. La plupart des parents font de leur mieux. Chaque famille a ses règles non écrites. Dans certaines familles, les émotions sont considérées comme une faiblesse. Dans d'autres, la réussite prime sur tout. Dans d'autres encore, le conformisme est bien plus valorisé que l'opinion personnelle. Quand on grandit dans un tel environnement, on ne remet pas ces règles en question. Car pour remettre en question, il faut d'abord savoir qu'il existe quelque chose de différent. Vient ensuite l'école. Là aussi, on attend de vous un certain comportement. Bien élevé, travailleur, respectueux des règles, attentif aux professeurs. Votre créativité est parfois récompensée, mais le plus souvent, elle est interrompue par un « ne vous éloignez pas du sujet ». Si vous posez une question différente, la classe vous regarde. Ce regard suffit. Désormais, vous posez moins de questions, vous parlez moins, vous vous conformez davantage au système. Notre cercle d'amis influence aussi ce processus à sa manière. Le besoin d'appartenance peut être l'un des plus forts de l'adolescence, nous pousse à accepter beaucoup de choses. Nous écoutons de la musique que nous n'aimons pas, allons dans des endroits où nous n'avons pas envie d'aller et acquiesçons en silence à des idées que nous ne partageons pas. Sur le moment, tout cela semble insignifiant. Mais lorsque ces petits compromis s'accumulent, nous réalisons que nous avons construit une vie davantage façonnée par les attentes des autres que par les nôtres. Carl Jung disait que la grande majorité des gens vivent non pas en accord avec leur être profond, mais avec l'identité que leur impose le monde extérieur. Cette identité est-elle erronée? Certainement pas. Certains aspects peuvent véritablement vous appartenir. Mais est-ce le cas pour l'ensemble? C'est là qu'il faut s'arrêter et réfléchir. À quelles valeurs croyons-nous vraiment? Lesquelles nous a-t-on inculquées et que nous avons acceptées? Se poser cette question est une chose que beaucoup de gens ne font jamais. Parce que c'est déstabilisant. Réaliser que quelque chose que l'on porte en soi depuis des années ne nous appartient pas vraiment peut bouleverser tout notre être intérieur. Selon Carl Jung, ce malaise est l'éveil lui-même. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais plutôt d'un signe à suivre. D'où vient cette légère lourdeur que l'on ressent au réveil? La plupart des gens l'attribuent à la fatigue, au travail, aux difficultés de la vie. Peut-être. Mais une partie de ce poids provient être de l'épuisement que représente le fait d'essayer d'être quelqu'un d'autre tout au long de la journée. Carl Jung a partagé une observation très intéressante. Il disait que les gens pensent souvent savoir qui ils sont. En réalité, ils n'ont appris que ce qu'ils devraient être. La différence entre les deux est bien plus grande qu'on ne le croit. Il y a une différence entre être une bonne personne et l'être réellement. Il y a aussi une différence entre paraître fort et se sentir réellement fort. Entre l'apparence d'une vie réussie et le sentiment d'être pleinement présent, il y a un fossé. Souvent, nous préférons ignorer ces différences, car les voir pourrait nous contraindre à changer certaines choses, et changer est difficile. C'est se réfugier dans le confort, dans ce qui nous est familier. Cette identité que vous avez construite au fil des ans, même si elle vous appartient peu, a au moins le mérite de vous être familière. S'en détacher, c'est s'aventurer en territoire inconnu.
C'est pourquoi beaucoup choisissent de se taire, même conscients de leurs actes. Ils persistent. Chaque matin, ils revêtent le même masque, jouent le même rôle. Carl Jung l'avait compris, et c'est pourquoi il ne jugeait personne. Au contraire, cela soulignait la puissance et la nature profondément humaine de ce mécanisme. Prendre conscience de ce cycle est le seul point de départ pour le briser. La prise de conscience est différente du changement. Combien de vos choix de vie les plus fondamentaux viennent réellement de vous? Qui a décidé de la profession que vous alliez exercer? Qui a déterminé les valeurs que vous deviez défendre? Ce qui est bien et mal? Quel genre de personne vous deviez être? La plupart d'entre nous ne se posent pas cette question. Et quand nous le faisons, nous répondons généralement « j'ai décidé, j'ai choisi ». Carl Jung avait une perspective très différente. Il soutenait que pour comprendre qui est une personne, il faut examiner son passé, son environnement et les messages qu'elle a reçus. Il constatait que notre identité est en réalité façonnée par les autres dès le plus jeune âge. L'être humain est l'un des êtres les plus vulnérables de la nature. Pendant des années, il a besoin d'un adulte. Ce besoin n'est pas seulement physique. Sur le plan émotionnel, nous avons besoin de liens, d'approbation, du message « tu as de la valeur ». Ce besoin est si fort que nous sommes même prêts à renoncer à nous-mêmes pour le satisfaire. Un jeune enfant veut simplement être aimé. Il veut être accepté. Il apprend très vite ce qui fonctionne pour cela. Pensez à votre famille. Chaque famille a des règles tacites que chacun ressent. Dans certaines familles, la réussite prime sur tout. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que leurs valeurs se mesurent à leur performance. Dans d'autres, les émotions sont perçues comme une faiblesse, et l'on dit notamment aux garçons « ne pleure pas, sois fort ». Dans d'autres encore, le conformisme est considéré comme la plus grande vertu. Les opinions divergentes sèment la discorde, et poser des questions est vu comme un manque de respect. Grandir dans un tel environnement, c'est ne pas remettre en question ces règles. Pourquoi? Cette famille, ce foyer, cette atmosphère deviennent tout votre univers. Obéir aux règles de ce monde devient un instinct aussi fondamental que la survie. Jung accordait une grande importance à ce phénomène. Il affirmait que pour comprendre le comportement, les peurs et les schémas relationnels d'une personne à l'âge adulte, il faut d'abord examiner ce qu'elle a appris. On retrouve une situation similaire à l'école. Se lever à la même heure chaque matin pendant 10 ans, rester assis jusqu'à la sonnerie, répondre aux questions du professeur, ne pas dévier du sujet. Cela peut paraître anodin. Mais au fil des années, ces habitudes s'accumulent et laissent une empreinte silencieuse mais profonde sur l'individu. Les messages « ne transgresse pas les règles »,« ne te fais pas remarquer »,« ne sois pas différent » s'intériorisent. Un jour, on devient adulte, mais ces messages continuent de murmurer en nous. Si dire non est difficile aujourd'hui, est-ce vraiment une faiblesse de caractère ou est-ce le reflet de ce qu'on a appris pendant des années? Sois docile, ne conteste pas, ne crée pas de problème. Jung dirait que la seconde hypothèse est bien plus probable. Nous avons en tête une phrase de notre mère, un regard de notre père, une remarque humiliante de notre professeur. Ce moment est passé, mais la trace qu'il a laissée demeure. Peut être pas dans notre mémoire, mais dans notre corps, dans nos réactions, dans cette tension familière que nous ressentons dans certaines situations. Selon Carl Jung, on croit que le passé est révolu. Non, le passé continue de se vivre. Dans chaque nouvelle relation, chaque décision, chaque conflit, nous réagissons en réalité selon d'anciens apprentissages. Il est souvent très difficile de s'en rendre compte, car ces réactions sont désormais automatiques. Elles surviennent sans réfléchir, comme un réflexe. Une personne constamment critiquée durant son enfance craint énormément d'être critiquée à l'âge adulte. D'où vient cette peur? Non pas d'aujourd'hui, mais d'années d'apprentissage accumulées et profondément ancrées. De même, une personne qui, enfant, avait du mal à exprimer ses émotions, peut, même adulte, être incapable de se confier à ses proches. Pourquoi? Parce que cet apprentissage profondément enraciné lui dit « Si tu montres tes émotions, tu seras blessé ». La plupart des gens envoient des messages sans se rendre compte de leur impact sur autrui. Ceux qui ont grandi avec leurs propres blessures agissent sous l'effet de leurs propres peurs acquises. Qu'ils en soient conscients ou non, le résultat est le même. Selon Carl Jung, ce qui compte plus que ce qui nous a été fait dans le passé, c'est la façon dont nous portons ces expériences aujourd'hui. Avons-nous le pouvoir de changer cela? Oui. Mais d'abord, il faut prendre conscience de ce fardeau, le nommer. La réponse à la question de savoir qui a cousu le masque ne désigne pas une seule personne, ni un seul moment.
C'est une accumulation complexe. Un fil conducteur issu de la famille, un autre de l'école, un autre encore de l'environnement, tous se sont entremêlés, tissés, et au fil du temps, vous les avez intégrés comme une part de vous-même. Peu, être ne l'avez-vous jamais remis en question. Après avoir pris conscience de tout cela, vous vous demandez peu, être, quelle est la prochaine étape? Selon Jung, la chose la plus honnête à faire est de s'arrêter et d'observer. Concernant vos valeurs, vos réactions, vos peurs, demandez-vous, est-ce vraiment moi ou est-ce le fruit d'un passé que l'on m'a forcé à devenir? Se poser cette question est difficile et déstabilisant. Selon Carl Jung, pour cesser d'être étranger à sa propre vie, il faut d'abord prendre conscience de son aliénation. Porter un masque pendant longtemps est épuisant. La plupart d'entre nous cherchons la source de cette fatigue au mauvais endroit. Nous l'attribuons au travail, aux relations ou à l'âge. Carl Jung, lui, pointait du doigt quelque chose de complètement différent. Selon lui, ce qui épuise le plus une personne, ce ne sont pas les difficultés extérieures, mais les conflits intérieurs. La principale source de ce conflit est la tentative d'être quelqu'un d'autre. Quelle est votre première sensation au réveil? Réfléchissez-y attentivement. Est-ce de l'excitation, de la curiosité ou l'appréhension d'une journée difficile dont on souhaite se débarrasser au plus vite? Nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas se poser cette question, car la réponse pourrait être dérangeante. Pour Jung, cette sensation est l'une des voies les plus honnêtes de notre fort intérieur. Pendant des années, on joue un rôle qui n'est pas le nôtre. On cache sa vulnérabilité pour paraître fort. On enfouit ses problèmes pour paraître heureux. On mène une vie qui ne nous satisfait pas pour paraître avoir réussi. Ce processus est inconscient. Nous entrons dans ces schémas sans même nous en rendre compte. Il est impossible de tromper son corps. Le cerveau peut traiter les mots, mais le corps enregistre les expériences. Pourquoi est-il si difficile de dire non? Ne prenez pas cette question à la légère. Combien de fois avez-vous dit oui, alors qu'au fond de vous, vous disiez non? Combien de fois avez-vous approuvé en silence une idée que vous désapprouviez? Combien de fois êtes-vous allé là où vous ne vouliez pas aller? Avez-vous dit des choses que vous n'auriez pas voulu entendre, ou êtes-vous devenu quelqu'un que vous ne vouliez pas être? Et à chaque fois, vous avez minimisé ces petites trahisons envers vous-même. Vous vous êtes dit « ce n'est rien, ça va passer ». Chaque petite trahison qui s'accumule avec le temps transforme une personne en un étranger à elle-même. Selon Carl Jung, une personne qui se conforme constamment aux attentes des autres finit par être incapable de distinguer ses propres préférences. Il devient de plus en plus difficile de différencier ce qu'elle désire vraiment de ce qu'elle se sent obligée de désirer. Vivre dans cette incertitude, aussi ordonnée qu'elle puisse paraître de l'extérieur, crée un profond chaos intérieur. C'est ici que le prix le plus lourd est payé. Cela se manifeste aussi dans les relations. Une personne qui porte constamment un masque ne peut établir de lien authentique avec autrui, car il n'y a pas de véritable soi, seulement une image construite sur les attentes des autres. On peut vous aimer, mais ce qu'on aime vraiment, ce n'est pas votre véritable personnalité. Cette prise de conscience engendre, à un certain moment, un sentiment de solitude. Nous connaissons également des cycles dans notre vie professionnelle. Des millions de personnes choisissent une profession jugée convenable par leur entourage, y travaillent pendant des années, excellents dans leur travail, mais ne ressentent aucune véritable excitation au réveil. Il y a le succès, les récompenses, la reconnaissance. Mais il manque toujours quelque chose à l'intérieur. Selon Carl Jung, ce vide ne peut être comblé de l'extérieur. Obtenir une promotion, une augmentation, élargir son cercle social. Rien de tout cela ne comble ce vide, car il ne vient pas de l'extérieur. Essayer d'être quelqu'un d'autre épuise une énergie considérable. Enfiler ce masque chaque matin, le porter toute la journée, rentrer épuisé le soir, et le même cycle se répète le lendemain. Quand une grande partie de cette énergie est dépensée à essayer de paraître bien aux yeux des autres, il n'en reste presque plus pour soi. L'énergie que l'on pourrait consacrer à ses rêves, à sa curiosité, à ce qui nous nourrit vraiment, s'épuise. Cet épuisement progresse silencieusement, sans qu'on s'en aperçoive. Selon Carl Jung, les gens disent « je veux être heureux », mais ce qu'ils veulent généralement dire, c'est « je veux être à l'aise ». Nous nous sommes habitués à porter ce masque. Nous n'en ressentons plus le poids. Si habitué ne signifie pas que c'est une bonne chose. Payons-nous de notre vivant lorsque nous portons ce masque? Oui, absolument. Parfois, nous payons avec notre santé, parfois avec nos relations, et parfois en passant les années les plus productives de notre vie au mauvais endroit. Le prix le plus lourd est peu, être de passer sa vie
sans jamais vraiment se connaître, sans jamais se confronter à soi-même. Arrêtez-vous là. Si quelque chose en vous réagit à nos paroles, écoutez cette intuition. Chacun vit ce cycle différemment. Certains le comprennent plus tôt, d'autres plus tard. La prise de conscience est toujours possible. Selon Carl Jung, peu importe depuis combien de temps une personne s'est égarée, elle peut s'arrêter et réfléchir. L'observation est le point de départ de tout. Si nos propos vous touchent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Le point de rupture ne survient pas comme on l'imagine. On s'attend à un événement majeur, une perte dévastatrice, une crise existentielle, un moment dramatique qui change tout. Or, les observations de Carl Jung révèlent une réalité bien plus discrète. Souvent, ce moment survient dans les moments les plus ordinaires. Assis seul un soir, une nuit où tout le monde dort, dans un lieu bondé entouré de dizaines de personnes. Soudain, cette étrange sensation de détachement vous envahit. Un instant précis se produit. À cet instant, une voix intérieure demande « Cette vie est-elle vraiment la mienne ?» Pour celui ou celle qui entend cette question, plus rien ne sera jamais comme avant. On peut l'ignorer, la refouler, se noyer dans le travail, les loisirs ou les écrans. Mais une fois posée, cette question ouvre une porte en soi. Il est très difficile de la refermer complètement. Carl Jung décrivait ce moment non comme une catastrophe, mais comme un éveil. Nombreux sont ceux qui réagissent à ce sentiment en disant « Il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin d'une thérapie ». Ou bien ils le rejettent en disant « N'importe quoi, c'est comme ça pour tout le monde ». Les deux situations représentent la même fuite, l'une des deux voies. Selon Carl Jung, ce sentiment est le signe d'une âme saine. Ce n'est pas le sentiment qui est malade, mais la réalité sous-jacente. Le moment de la rupture nous pousse à remettre en question tout ce que nous avons construit jusqu'alors. Les choix que nous pensions justes depuis des années, les réussites dont nous étions fiers, les relations dans lesquelles nous avons persévéré. Nous nous sentons obligés de tout réévaluer d'un coup. C'est incroyablement bouleversant. On cherche à fuir ce sentiment accablant. C'est une réaction tout à fait compréhensible. Selon Carl Jung, la fuite est l'option la plus coûteuse à ce stade. Il existe différentes formes de rupture. Certaines personnes la vivent lors d'une rupture amoureuse. Lorsqu'elles se séparent de quelqu'un avec qui elles ont partagé leur vie pendant des années, elles réalisent soudain qu'elles ont toujours essayé d'appartenir à quelqu'un d'autre. D'autres la vivent lorsqu'elles sont licenciées d'un emploi qu'elles occupaient depuis des années. Jusqu'à ce jour, elles avaient complètement lié leur identité à leur travail. Et lorsque celui-ci disparaît, un profond vide se crée en elles. Et certaines personnes en font l'expérience dans un moment beaucoup plus paisible. En observant leur enfant rire, en réfléchissant à ce qui les rend heureux, elles réalisent qu'elles ne peuvent se poser la même question. Quel est le point commun entre ces moments? Dans chacun d'eux, un masque se fissure. La tension longtemps refoulée entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure finit inévitablement par se manifester. Parfois par des larmes, parfois par de la colère, parfois par un indescriptible sentiment de vide. Carl Jung abordait toutes ces réactions avec respect, car elles sont autant de tentatives pour faire entendre la voix d'un monde intérieur longtemps ignoré. L'un des patients de Carl Jung était un homme d'affaires prospère d'une 50aine d'années. De l'extérieur, il semblait avoir tout, famille, carrière, réputation. Un matin, il se réveilla et réalisa qu'il n'avait aucune envie de se lever. Non seulement ce matin-là, mais pendant des semaines. Il attribua cela d'abord à la fatigue, puis à la saison, puis à son âge. Mais le malaise persistait. Ce qui est apparu clairement lors de notre collaboration, c'est que depuis l'âge de 10 à 7 ans, il menait une vie conforme aux souhaits de son père. Il avait refoulé ses propres désirs si tôt qu'il ne savait plus vraiment ce qu'il voulait. Face à un point de rupture, la première réaction est souvent de vouloir y remédier. On change rapidement de cap. On se lance dans un nouveau passe-temps, on s'inscrit à une salle de sport, on change peu, être de travail, on déménage. Ces démarches sont parfois utiles. Selon Carl Jung, modifier l'extérieur ne fait pas taire la question intérieure. Certes, le bruit s'estompe un temps, mais le même cycle recommence dans un nouvel environnement, dans une nouvelle vie, car les circonstances changeantes reposent sur un monde intérieur immuable. La véritable rupture ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Toujours selon Carl Jung, la véritable transformation débute au moment où l'on choisit d'affronter cette question dérangeante sans la fuir. Est-ce facile? Non. Ne croyez pas ceux qui vous disent le contraire, car les réponses à ces questions nous obligent parfois à reconsidérer ce qui nous est cher, nos habitudes bien ancrées. La nature humaine
hésite à se détacher de ses habitudes. Selon Carl Jung, cette hésitation n'est pas le signe d'un problème. Au contraire, elle représente la tension inévitable au cœur même de la croissance. Ce moment ne vous achève pas. Il vous trouve. Une vérité que vous avez ignorée, dissimulée, et tenté de faire taire par d'autres moyens pendant si longtemps vous atteint enfin. Ce n'est pas une fin, c'est le premier véritable commencement. Ceux qui vivent ce moment de rupture se sentent souvent seuls. Ils se demandent « Les autres n'ont pas ce problème? Suis-je le seul à vivre cette complexité ?» Rares sont ceux qui n'ont jamais éprouvé ce conflit intérieur. La différence réside dans le fait que certains le perçoivent tôt, tandis que d'autres ne le font qu'à la fin de leur vie. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Carl Jung en était convaincu, ce moment peut survenir à 30, 50 ou 70 ans. L'important est de le reconnaître et, lorsqu'on le perçoit, de choisir de s'arrêter et d'observer au lieu de fuir. Imaginez ceci. Après des années à jouer un rôle précis, si quelqu'un disait « Je ne suivrai plus aucune règle, je ne répondrai plus aux attentes de personne », serait-ce une véritable libération? Selon Carl Jung, non, car cette réaction est elle aussi influencée par des facteurs externes. Au lieu d'affirmer, on choisit le rejet, mais la force motrice reste extérieure. Le véritable enjeu est d'accepter l'existence du masque, de reconnaître qu'on le porte et de tenter de discerner ce qui nous appartient et ce qui a été tissé par d'autres. C'est un processus bien plus patient et subtil. Carl Jung ne disait pas que les rôles sociaux sont totalement inutiles. Adopter une certaine posture en réunion, se comporter avec plus de prudence dans un cadre formel, contenir momentanément ses émotions dans une situation difficile. Ces comportements ne sont pas malsains. L'être humain est un être social, et s'adapter à certains contextes est une composante inévitable de la vie. Le véritable problème n'est pas l'existence du masque, mais l'incapacité à l'enlever en toute situation, à chaque instant, même dans la solitude. Alors comment savoir si l'on porte un masque? Posez-vous cette question. Quand vous êtes seul, quand personne ne vous observe, quel genre de personne êtes-vous? Que pensez-vous vraiment? Que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous épuise? Quelle est la différence entre vous dans ces moments de solitude et vous en public? Selon Carl Jung, cette différence est l'indicateur le plus fiable de l'épaisseur du masque. Le reconnaître est un acte bien plus puissant que de l'arracher. Car fuir est facile, affronter est difficile. Rejeter quelque chose et l'abandonner demande bien moins de courage que de l'affronter véritablement. Selon Carl Jung, ce qu'une personne n'affronte pas, elle ne peut y échapper. Ce qu'elle croit avoir fui réapparaît sans cesse sous une autre forme. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est constamment sacrifiée pour sa famille pendant des années, reléguant toujours ses propres besoins au second plan. Un jour, elle dit « ça suffit » et quitte tout. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. Quelques années plus tard, elle constate que le même schéma se répète dans ses nouvelles relations. Encore le même sacrifice, encore le même silence, encore la même accumulation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la source de ce schéma. Ils n'ont fait que modifier l'environnement. Carl Jung l'aurait abordé de façon très percutante. Il disait qu'on peut tout changer à l'extérieur pour échapper à quelque chose à l'intérieur de soi, mais que ce quelque chose nous suivra. Il est en nous, entre nos mots, au plus profond de nos réactions. Avez-vous déjà ressenti une tension soudaine à l'intérieur de vous après avoir entendu une remarque? Vous êtes-vous déjà senti inexplicablement mal à l'aise dans un environnement particulier? Avez-vous déjà éprouvé un sentiment de culpabilité excessif après avoir demandé quelque chose à quelqu'un? Ces réactions sont souvent la manifestation de schémas acquis, de petits signaux. Les observer avec curiosité, sans les minimiser ni les exagérer, est le premier pas vers leur reconnaissance. Carl Jung accordait une grande importance à la curiosité. D'où vient cette réaction? Quand ce sentiment a-t-il commencé? Pourquoi suis-je si sur la défensive dans cette situation? Lorsque vous vous posez ces questions, adoptez une attitude de chercheur et non de juge, car juger ferme des portes. La curiosité, elle, les ouvre. Reconnaître le masque suscite parfois une sensation très étrange. Quand on réalise que quelque chose ne nous appartient plus depuis longtemps, un étrange sentiment de perte peut surgir. Le processus de prise de conscience n'est pas linéaire. Il y a des jours où l'on a l'impression de progresser et d'autres où l'on réalise que l'on retombe dans ces vieux schémas. Ces revers ne sont pas des échecs. La nature humaine évolue par spirale. Parfois, nous revenons au même point, mais à chaque fois, notre regard est légèrement différent, plus conscient. Nul besoin de traverser une crise
pour apprendre à se connaître. Inutile d'attendre une catastrophe majeure. Les petits pas suffisent. Pouvoir dire « je ne suis pas d'accord dans une conversation ». Pouvoir dire « je ne peux pas aller » à un endroit où l'on est invité mais où l'on n'a pas vraiment envie d'aller. Pouvoir reconnaître honnêtement un sentiment, au moins en soi-même, ces petits moments portent en eux les germes d'un changement bien plus profond qu'il n'y paraît. Selon Carl Jung, apprendre à se connaître ne signifie pas perdre sa liberté. Au contraire, en constatant l'étroitesse de leur espace de vie au fil des années, ils prennent également conscience de l'immensité de l'espace qui s'étend au-delà. Cette prise de conscience est à la fois épuisante et revigorante. Il ne s'agit pas d'ôter le masque, mais de reconnaître. Il ne s'agit pas de rejeter, mais de voir. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'approcher avec curiosité. Selon Jung, cette différence réside dans la distance entre le changement superficiel et la véritable transformation. Vivre en accord avec soi-même, ce n'est pas mener une vie facile, où les désaccords s'apaisent et où l'on est compris inconditionnellement. Au contraire, c'est parfois une vie plus complexe, car il ne s'agit plus de choisir la facilité, mais la vérité. Ces deux notions ne sont pas toujours synonymes. Prenons un exemple. Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui s'est comportée pendant des années selon les attentes de tous révèle un jour ses véritables sentiments? Certains comprennent. D'autres sont surpris, mal à l'aise, voire prennent leur distance. Selon Carl Jung, révéler sa véritable nature signifie renoncer à plaire à tout le monde. Ces pertes sont inévitables, et quelque chose de bien plus authentique comble le vide qu'elles laissent. Chercher l'approbation de tous revient en réalité à être incapable d'exister pleinement avec autrui. Réfléchissez-y. Si vous montrez un visage différent à chaque situation, quelle version de vous-même est la vraie vous? Si vous changez constamment d'un environnement à l'autre, qui vous connaît vraiment? Selon Jung, la solitude la plus profonde ne provient pas de la foule, mais du détachement de soi-même. Pour surmonter ce détachement, il faut d'abord être honnête avec soi-même. Savoir que lorsqu'on dit oui à quelque chose, c'est un oui sincère. Pouvoir dire non sans éprouver le besoin de s'excuser ensuite, surtout pour une personne qui découvre cette expérience pour la première fois, est un moment libérateur. Nombre de patients de Carl Jung ont décrit ce moment de façon similaire. C'est comme si un fardeau porté pendant des années venait d'être inconsciemment allégé. Prenons l'exemple d'une relation. Que se passe-t-il lorsque deux personnes se rencontrent? L'une s'efforçant constamment de paraître forte, l'autre se forçant sans cesse à se conformer, portant des masques. Il y a une harmonie superficielle, mais aucune intimité véritable. Car l'intimité commence par les apparences. Se montrer véritablement exige de la vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité que le masque a du mal à abandonner. Carl Jung disait que l'amour suit le même processus. Pour être véritablement aimé, il faut d'abord se montrer véritablement. Sinon, l'autre personne n'aime pas la personne elle-même, mais l'image qu'elle projette. Lorsque cette image devient insoutenable avec le temps, la relation s'effondre. Carl Jung a consacré ses 85 années à explorer, questionner et tenter de comprendre son propre monde intérieur, car une personne n'est pas un objet statique. Elle change, se transforme et évolue. Cette évolution est intérieure, non extérieure. Il s'agit d'être authentique, non d'être visible. Personne ne vous oblige à emprunter cette voie. Vous pouvez continuer à porter votre masque. Beaucoup le font. Si une voix intérieure, très discrètement mais avec persistance, vous demande « Est-ce tout? Est-ce vraiment cela ?» Cette voix vous a peut-être conduit à regarder cette vidéo. Entendre cette voix est en soi un signe avant-coureur. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez découvrir davantage de contenu sur les enseignements de Carl Jung, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.